3, 2, 1... Et comment ça va tout le monde? Bon, maintenant je pense que vous commencez à le savoir, j'ai décidé de me lancer sur Twitch. La chaîne est prête, vous êtes déjà plus de 1000 à me follow là-bas, et si tout va bien, les hostilités commenceront dès le 17 au soir. Ça parlera du premier tour des playoffs, probablement, au vu de la date, alors tenez-vous prêts, j'espère que vous serez présents en nombre. Là je suis méga hypé, j'espère que vous aussi, alors si c'est le cas et que ce n'est pas encore déjà fait, une seule chose à faire. Ouais, suivez-moi là-bas, c'est le seul moyen d'avoir toutes les updates et de ne rien manquer. Puis en attendant que ça commence, vous imaginez bien, je ne chôme pas. J'apprends à me familiariser avec le nouveau matériel, avec les nouveaux logiciels, mais aussi je m'entraîne à parler en free flow, ce qui est assez nouveau. Ouais, c'est pas un exercice que j'avais l'habitude de le faire, mais je me rends compte que je kiffe de plus en plus faire ça. Voilà pourquoi, après 2 semaines d'absence, je vous annonce le retour de la fameuse playlist Crystal Ball. Yes, let's go, ça va partir en simulation de live, j'aime beaucoup ça. Alors après avoir étudié la conférence Est, c'est parti pour les tops et les flops de la conférence Ouest cette saison. Et bien voilà, je vous présente une version qui est juste un vrai essai, hein. Je dis pas que ça sera comme ça le 17 mai, mais j'ai envie de m'entraîner avec ça, avec mon Stream Deck, avec les overlays que j'ai un peu construits. Comme vous voyez, là, ouais, c'est bon, là, il y aura le chat, donc forcément, il n'y a rien encore pour l'instant. Mais j'espère que ça se remplira de beaucoup de vos messages. Voilà, il y aura le last follow, la last donation, je sais pas encore si c'est les bonnes idées de mettre ça. Vraiment, c'est une version test, avec 1 ou 2 écrans que j'utiliserai en live, et qui, j'espère, progresseront d'ici le 17 mai. Voilà, en tout cas, ça permet que vous vous habituiez à ça et que moi aussi je m'habitue, et je trouve ça plutôt cool. Mais bon, plutôt que de parler de ma config ici, on est là pour parler des tops et des flops de la conférence Ouest. J'avais fait ça concernant la conférence Est la semaine dernière, et bien évidemment, j'ai décidé de faire la même chose avec l'Ouest cette semaine. Donc j'ai sélectionné 30 joueurs, et là justement on va tester le Stream Deck. Est-ce que ça fonctionne? Tadam! Et ben ouais, ça fonctionne pas mal. Alors par contre, pardonnez les petites bordures noires qu'il y a autour de mon écran. Là, je crois que c'est un souci. J'ai pas réussi à brancher mon Camlink parce que j'ai pas encore le câble qu'il faut. Donc j'ai fait autrement et je pense que ces bordures noires viennent de là. Sinon, vous inquiétez pas, je trouverai une solution. Aujourd'hui, vous allez faire avec. Je suis désolé. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il y aura des bordures noires. Elles disparaîtront un jour. Mais parlons plutôt du concept. Donc comme la dernière fois, j'ai pris... Si je montre avec mes mains, ça sert à rien. Donc je vais montrer avec ma flèche. J'ai pris 30 joueurs et j'ai fait 4 cases. Super top, top, peut mieux faire et flop. Voilà, l'idée en fait ça va être de les classer dans ces 4 cases. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont réclamé une case du milieu pour mettre des joueurs neutres, et en fait j'étais pas trop d'accord avec ça, parce que moi mon idée c'est vraiment de me mouiller, j'ai pas envie qu'on mette trop de joueurs neutres, j'ai envie que on essaie de décider si la saison est bonne ou si elle est pas bonne. Comme quand on fait un sondage en fait, et quand on met une note sur 5, on m'a toujours dit qu'il fallait pas faire ça, parce que sinon la plupart des gens veulent pas se mouiller et mettre 3. Donc vaut mieux mettre une note sur 4 où il y a 1, 2 et 3, 4, où on est obligé de prendre parti. Bref, c'est mon choix. C'est comme ça. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, dites-vous que pour moi, un joueur que vous auriez peut-être mis au milieu et qui répond aux attentes, je vais plutôt avoir tendance à le mettre dans les tops, car pour moi, quand on répond aux attentes, c'est top. Donc tout simplement, c'est comme ça. D'ailleurs, parlons-en de ces attentes avant de commencer aussi. J'ai vu des gens qui s'offusquaient la semaine dernière parce que je mettais certains joueurs dans les peut mieux faire, par exemple. Et en fait, je pense qu'un tel concept, il faut que ce soit clair, je pense, pour tout le monde, que vous en rendiez compte, c'est ultra personnel. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Moi, je vais attendre d'un joueur des fois qui soit MVP. Pour d'autres, s'il est à la course pour le All-Star Game, ce sera largement suffisant. Donc en fait, ça va changer pas mal de choses dans notre évaluation de sa saison par rapport à ces attentes-là. Et voilà, je pense que c'est très très important. C'est pas parce que je mets un joueur dans les peut mieux faire que je le trouve mauvais, bien au contraire. C'est juste que moi, personnellement, j'en attendais plus parce que j'avais fixé des attentes peut-être très hautes, peut-être trop hautes, peut-être supérieures ou autres. Et l'inverse peut être vrai aussi. Et ça veut surtout pas dire qu'un mec que je mets dans les peut mieux faire va être moins bon qu'un mec que je mets dans les super top. Par exemple, la semaine dernière, j'avais mis Trae Young dans les peut mieux faire et j'avais mis Jerami Grant dans les tops, je crois. Ça veut pas dire absolument une seule seconde que je trouve que Jerami Grant est meilleur que Trae Young, pas du tout. Ça veut dire que, selon moi, Jerami Grant a répondu aux attentes, a même peut-être fait mieux aux attentes que moi j'avais en lui, et Trae Young a peut-être fait un peu moins bien, ou peut-être mieux y répondre. Ça c'est personnel, d'autres verront les choses totalement différemment, parce que peut-être ils verront Jerami Grant directement comme un joueur qui devait exploser cette saison, et Trae Young peut-être qu'ils en attendaient moins que moi, enfin bref, voilà, rappelez-vous que c'est personnel, et que c'est pas l'idée de classer les meilleurs dans les super tops et les moins bons dans les flops. Ça je l'ai déjà fait dans mes vidéos tiers, là l'idée c'est vraiment de répondre aux attentes. Voilà, donc c'est une vision qui est très très personnelle, je le répète, et que je ne dis pas du tout qu'elle est universelle.
Bref, maintenant que cette petite précision qui me semble importante est faite, on va commencer par parler de ces joueurs. Hein. Donc on va commencer par Devin Booker, que voici. Devin Booker, moi, voilà, on va parler de ses attentes. Je voulais, jusque-là, dans sa carrière, il avait jamais trop gagné. Je voulais qu'il prouve qu'il pouvait porter une équipe qui gagne, je voulais de la win, et là, pour l'instant, c'est ok. Il marque un peu moins de points, c'est clair que l'an dernier, mais je m'en fous. Il fait aussi moins de passes, mais ça, je m'en fous aussi, parce que y a Chris Paul qui a pris ce relais-là, et Devin Booker, je trouve qu'il a vraiment appris à jouer avec lui, il s'est adapté, et c'est tout à son honneur. Il porte moins le ballon, et je trouve que lui aussi, à sa manière, on parle beaucoup de Chris Paul qui facilite la vie de Booker avec ses passes, mais je trouve aussi que Booker facilite la vie de Chris Paul grâce à ses démarquages. Et ça, c'est très très fort, il a réussi à changer son jeu, il a accepté de moins créer, et je le trouve super propre, il met toujours des shoots hyper compliqués, notamment en catch and shoot, c'est fort tout ce qu'il fait. Il a été élu 3 fois joueur de la semaine, il a été élu joueur du mois de février, il est vraiment, enfin voilà, cette saison je trouve qu'il est vraiment en train d'exploser, jusque-là il lui manquait que la win, hein, parce que individuellement j'ai toujours trouvé très fort. Mais voilà, au moment où j'écris, là, il a juste le meilleur bilan de la ligue, à égalité avec Utah. Donc moi, je voulais de la win, il a répondu à ça, et de façon super bien. Tout ça en adaptant son jeu. Je vais pas revenir sur le fait que j'ai trouvé scandaleux qu'il soit pas élu au All-Star Game au premier cut, même s'il a fini par être blessé par y participer. Mais bon, bref, moi, je le mets sans hésiter dans les super top. Tchac. Oh, j'ai l'ordi qui rame un peu là. Bon, écoutez, on va faire avec. Peut-être qu'il va falloir que je ferme beaucoup plus d'applications quand je rec autant de trucs. Voilà, ça va être les aléas du stream, hein, d'avoir l'ordi qui rame un peu parce que je lui demande beaucoup de choses. Et voilà, mais bon, je ferme une appli, le reste j'en ai besoin. On va voir, hein, j'espère que ça va marcher. Et donc du coup on enchaîne sur Stephen Curry. Bon, lui je vais essayer de pas trop m'attarder, j'ai fait une vidéo sur lui à son sujet, il y a pas très longtemps. Et qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? On peut lui reprocher le bilan des Warriors, c'est clair qu'on pourrait. Sauf que bon, il est pas entouré comme il faut non plus, enfin c'est ce que j'avais expliqué dans les vidéos. Il a du talent, sur le papier, il y a des gros noms pour l'entourer, et ça je trouve ça fort. Mais je trouve qu'en fait il y a un vrai manque de complémentarité autour de lui. Les joueurs qui sont autour de lui n'arrivent pas vraiment à jouer il n'y a pas cette alchimie, il n'y a pas cette cohésion. Du coup, Curry est hyper ciblé par les défenses, il doit tout faire, c'est un peu le seul à créer. C'était un des meilleurs joueurs sur catch and shoot avant, c'est plus du tout le cas parce qu'il a plus du tout de personnes qui peuvent lui donner la balle dans ces situations. À part peut-être Draymond Green, mais Draymond Green, je l'aime bien, mais c'est pas un meneur de jeu, comme je le disais, c'est plutôt un facilitateur, un point forward. On parlera de lui là, de toute façon plus tard, je l'ai mis dans les 30. Et voilà, si on enlève Green, quand même, qu'il aide bien, ça je veux pas lui enlever ça, parce que quand Green n'est pas là, Curry est moins bon. Curry doit tout faire seul, ou presque, et il enchaîne perf sur perf, il porte sa team, il fait de son mieux. Je trouve qu'en plus de ça, il défend plus, il se comporte en leader, il essaye de booster ses coéquipiers, et il explose tous les compteurs. Il a dépassé 3 fois la barre des 50 points, je crois, il a atteint les 62, tout ça avec une propreté qui est fabuleuse. Il est à 48% au tir, 42% à 3 points, tout ça en prenant des shoots de dingue, avec un range de ouf. Enfin, je trouve ça très très fort. Il y a peu de déchets dans son jeu alors qu'il est harcelé. La plupart des joueurs qui seraient harcelés de la sorte perdraient énormément de ballons. C'est pas le cas de Curry, donc bravo à lui. Voilà, maintenant les Warriors sont décevants, ils sont à la lutte pour le play-in, je les attendais plus haut, mais j'en veux pas à Curry pour ça. Moi je le dis clairement par contre, collectivement ça me suffira pas pour en faire mon favori pour le MVP. N'empêche que voilà, avec la propreté de son jeu, tout ce qu'il fournit et le niveau qu'il a en attaque qui est hallucinant, j'hésite pas, je le mets dans mes super tops si Photoshop veut bien répondre avec un temps de latence de 1000 secondes, de 1000 heures. Mais voilà, je mets Curry à côté de Booker et ça me fait déjà 2 super tops. Luka Doncic maintenant, qui est dans un cas un peu plus particulier parce que lui justement, j'en parlais de ces gars, il fait partie de ces joueurs dont j'attendais énormément. L'année dernière, il a fait une saison qui était limite une saison MVP. Dès sa 2e saison en NBA, c'était un truc de malade. Tout le monde était hypé de ouf et je comprends. Il était clairement dans la course hein, à un moment donné pour être MVP. Il lui manquait peut-être que les résultats collectifs. Et là, force est de constater que cette saison, il en est pas là. Je suis obligé d'être sévère avec Luka parce qu'avec lui, voilà, il nous a habitués à l'excellence. Ça veut pas dire que je le trouve pas excellent, bien au contraire. Mais là, moi, pour sa 3e saison, je voulais qu'il progresse encore. Je m'étais dit, waouh, il est sur une espèce de pente ascendante là, il va tout péter. Et individuellement,
il a des statistiques et un impact qui est finalement assez proche de celui de l'an dernier, peut-être même un peu moins bon. Et voilà, comme je le dis, j'attendais encore du progrès. C'est très très exigeant, hein, mais c'est de sa faute, il avait qu'à pas être si bon aussi. Donc voilà, maintenant, faut aussi se rendre compte que plus ça va, plus les choses vont mieux à Dallas. Le début de saison a été difficile, et les Mavs sont quand même une très bonne une deuxième partie de saison. Ils sont désormais playoffables. Luka rebondit très bien lui aussi, je trouve. Il est de plus en plus propre, de plus en plus adroit. Ça commence à être très 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 sérieux sur sa sélection de shoot et sa propreté. Bon, il y a toujours autant de questions en défense. Et voilà, malgré cette montée en puissance flagrante, malgré au gros big up que je veux lui faire parce qu'il est de plus en plus propre et de plus en plus adroit et de plus en plus efficace, je trouve que, ben voilà, je vais être sévère hein, et ça me fait un peu mal au cœur, mais je vais le mettre dans les peu mieux faire parce que j'en attendais énormément de lui. Sûrement trop, hein, sûrement trop. Je sais pas ce que j'attendais, peut-être qu'il devienne le GOAT dès sa 3e saison, c'est là que j'abuse un peu. Mais voilà, il nous a montré de tels progrès au fur et à mesure de sa saison rookie, au fur et à mesure de sa saison sophomore, que j'espérais peut-être qu'il en fasse autant. Là, c'est pas le cas, n'empêche qu'il reste un joueur, c'est un régal à voir jouer, c'est un génie ce mec. C'est un génie. Donc, désolé Luka, si tu regardes cette vidéo, je ne pense pas, et heureusement, tu seras peut-être déçu. Anthony Davis maintenant. Anthony Davis, c'est un peu compliqué pour lui, je trouve. Là, pardon. Anthony Davis, c'est un peu compliqué pour lui. J'avais un pop-up qui s'ouvrait sur mon deuxième écran qui me gênait. Donc, a priori, ça n'a rien gêné, la diffusion. C'est les aléas, encore une fois, je vais m'y habituer. Anthony Davis, je trouve que c'est compliqué pour lui. Il a été blessé pendant 2 mois, il était déjà diminué en début de saison, il avait mal au tendon d'Achille, c'est pour ça aussi qu'il s'est arrêté si longtemps. Et son retour, là, je trouve, à part le match, voilà, moi on est mardi quand je tourne, donc le match d'hier soir, c'était lundi soir, où il est redevenu un petit peu Anthony Davis, je trouve que son retour a été assez compliqué. Et même globalement, hein, le début de saison... Je sais qu'il a été blessé, mais il pèse pas comme l'an dernier. Toutes ses stats sont largement en baisse. Son adresse au tir, elle est carrément inquiétante, hein, je le dis. Et même en défense, je trouve moins impliqué. Donc après, pareil, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il reste un vrai danger. Il reste un super défenseur. C'est même un défenseur élite. Même en dormant, il ferait du mal à n'importe quelle attaque. Mais bon, je l'ai déjà vu meilleur. Il est moins bon, voilà, faut le dire. Il met moins de contre. Il y a moins de dissuasion dans son jeu, même s'il reste très efficace et qu'il appartient à l'élite, je le rappelle. Parce que bon, ça, je me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je le dis. Et voilà, c'est pareil, en défense, il est comme ça, en attaque, c'est la même. Donc voilà, moi, dans une équipe qui vise le titre, j'en attendais clairement plus. On peut légitimement attendre d'un AD qu'il soit meilleur. Et voilà, son irrégularité me gêne, le fait qu'il s'efface complètement parfois me gêne. Certains pensent que c'est à cause du gros contrat qu'il a signé, que maintenant il s'en fout. Moi je suis pas d'accord. Je pense que c'est plutôt à cause de sa blessure hein, qu'il a gêné, et là il a du mal à revenir. Donc il a de vraies excuses pour pas faire aussi bien que ce qu'on attendait. Mais peu importe, excuse ou pas, je le mets dans les flops. Il faut bien en mettre, hein, il faut bien être sévère. Ça me gêne toujours de mettre des joueurs dans les flops, parce que ça reste des joueurs excellents. Mais ouais, blessure ou non, j'en attendais beaucoup plus de lui. En fait, je pensais que ce serait la saison où ce serait lui qui deviendrait le vrai leader des Lakers, pendant que LeBron s'effacerait au fur et à mesure parce qu'il vieillit. Et force est de constater qu'on n'en est pas là, on en est loin de là même, et ça reste une excellente deuxième option, offensive comme défensive, mais pour l'instant, voilà, peut-être l'année prochaine il y arrivera, mais là il en est pas là. DeMar DeRozan maintenant. Il y en a, ils ont vu, j'ai mis son maillot derrière. J'ai du mal à être objectif parce que lui, à l'image des Spurs, voilà, j'ai très bonne raison de faire ça. Je kiffe les voir jouer, c'est devenu un peu mon chouchou. À l'ouest, j'adore les Spurs cette saison. Je reste fan des Sixers à l'est, hein, mais à l'ouest, je me régale à voir les Spurs. C'est une équipe qui se bat chaque soir, qui est très jeune, et au sein de laquelle DeMar, j'apprécie énormément ça, joue le vétéran. Il fait preuve de leadership en attaque comme en défense. Il a dit qu'il adorait transmettre aux jeunes, et c'est une mentalité que je kiffe. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et par exemple, un mec comme le Marcus Aldridge, il n'a pas vraiment supporté ou accepté ce rôle avant de partir au Nets. Lui, il voulait de la win, il voulait des bagues, ça s'entend, hein, je lui reproche pas. Mais en tout cas, DeMar DeRozan, lui, ça lui va de transmettre aux jeunes, et je kiffe. Et en fait, à partir de ça, je trouve qu'il est devenu un playmaker de génie. Là, il tourne à plus de 7 passes par match, jamais il avait fait ça de sa carrière. Là, il a fait 14 matchs, j'ai regardé la stat avant, il a fait 14 matchs à plus de 10 passes depuis le début de la saison. C'est un truc quand même qui est carrément exceptionnel, parce que dans toute sa carrière, il avait fait que 13 matchs de la sorte, donc c'est devenu un vrai passeur qui implique tous les autres, tout en étant aussi un scoreur qui met ses 20 points par match. C'est vraiment
la plaque tournante du jeu de Greg Popovich. Et c'est cool, hein. En fait, j'avais vraiment aucune attente envers ces Spurs. Je m'étais dit que c'était une année de transition, un peu de reconstruction. J'avais aucune attente autour de DeMar DeRozan. En fait, je pensais que tout le monde allait couler, qu'il y avait un mix de vétérans et de jeunes qui n'était pas vraiment décidé. Enfin voilà, une année de transition qui allait être moche à voir. Et je me suis planté. Ils sont quand même en course vers le play-in, dans une équipe très très jeune. DeRozan, puis Gay aussi, Rudy Gay, qui joue aussi ce rôle de leader vétéran. Je veux pas lui enlever ça parce que j'apprécie. Et bien sûr Popovich qui arrive à souder tout le monde, font que les Spurs s'en sortent plutôt bien. Voilà, ils vont accéder au play-in. Je sais pas si ça passera le play-in. Mais je kiffe, bravo à DeMar DeRozan. Maintenant, je vais pas le mettre en super top, hein, parce que c'est pas comme si les Spurs étaient au sommet de la conférence Ouest. Mais bon, ils sont déjà bien mieux que ce que j'attendais. DeMar DeRozan s'implique bien plus. Voilà, lui je le mets dans les tops, avec sa petite tête qui avance à 2 à l'heure, et que je vais caler ici. Pardon, je suis un peu enrhumé, je vais pas me moucher en live non plus, mais... je vous mettrai des pauses si besoin. Allez, André Drummond. Lui, ça fait des années en fait qu'il me déçoit. Il a vraiment les qualités pour être un des meilleurs pivots de la ligue. Et pourtant, j'ai toujours trouvé qu'il jouait surtout pour ses chiffres. Qu'il avait surtout envie de jouer comme il en avait envie, plutôt que de jouer pour de jouer un basketball de la win en fait. Pourtant, il prend des rebonds, il marque des points, et ça c'est très bien. Mais jamais j'ai trouvé qu'il pesait vraiment dans les résultats de son équipe. La preuve, hein, c'est ce que je disais dans ma vidéo de l'autre jour sur les tiers. Il a participé que 2 fois aux playoffs en 9 ans de carrière, et ces 2 fois, il s'est fait à chaque fois sweeper. Pour moi, c'est pas ce qu'on peut appeler un winner. Pourtant, il a fait un bon début de saison à Cleveland, il m'a agréablement surpris, mais sauf que ce début de saison, c'est pas non plus lui que je créditerais en premier, que je féliciterais en premier pour ça. À la blessure de Larry Nance, plus personne défendait chez les Cavs, et c'était vraiment un moulin, tout le monde rentrait n'importe quand il voulait, et je trouve que André Drummond est quand même grandement responsable de ça. Il a des outils défensifs pourtant, hein. C'est un mec qui est long, qui est pas le plus mobile du monde, mais ça va. Sauf qu'il s'implique pas, et puis il donne l'impression qu'il a toujours pas compris quoi que ce soit sur pick and roll, et c'est dommage. Après, voilà. Après, le truc c'est que chaque année j'attends de lui parce qu'il reste quand même un vrai joueur de basket. Il est capable de tellement de choses, et tout le temps j'ai beaucoup d'attentes. Tout le temps je me dis ça y est, ça va être le déclic. Là, en cours de saison, avec son arrivée aux Lakers, je me dis ça y est, il va arriver dans une équipe qui win, et j'attendais aussi énormément de lui. Et pour l'instant, même s'il a fait des bonnes perfs au niveau des chiffres, il montre toujours les mêmes failles. Il y avait des absences, hein, au départ quand il est arrivé, mais plus maintenant. Là, il y a AD et LeBron qui sont revenus. Et là, vu qu'ils ont gagné hier, ça change. Mais voilà, maintenant, je crois que c'est 5 victoires sur les 14 matchs qu'il a joué aux Lakers. C'est pas assez. C'est pas assez. Et là, on parle d'une équipe qui vise le titre. Et voilà, donc il fait ses chiffres, pas de souci. Mais ça fait pas gagner sa team, donc c'est comme d'habitude en fait. Moi j'attends à chaque fois beaucoup trop de lui, peut-être qu'un jour je me ferai une raison, j'attendrai, je me dirai que ça sert à rien de trop attendre de lui, et voilà, et pourtant, en fait c'est pour ça, c'est parce que je pense qu'il a toujours les enfin, il est même l'un des meilleurs pivots de la ligue. Personne peut prendre des rebonds comme il le fait presque, et pourtant ça fait pas gagner sa team, donc il y a vraiment un souci, sûrement mental, un souci d'implication, et ça me déçoit, encore une fois. Un jour je m'y ferai, et ça me décevra plus, mais en attendant... S'il veut bien venir, je le mets dans les flops. Au côté d'AD, ça fait le 2e Lakers. Que je suis sévère avec eux, mon dieu. Oh là là, les fans des Lakers vont me détester après cette vidéo. C'est comme ça, j'assume, hein. C'est parce que j'attendais beaucoup d'eux. C'est... Voilà, dites-vous que c'est pas pour les tacler, les Lakers. C'est justement parce que je les voyais très 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 haut. Et notamment AD et Drummond. On parlera de LeBron après aussi. Voilà, maintenant on parle de De'Aaron Fox. Vous avez vu le beau t-shirt là? Petit t-shirt Swipa par Derby Ball, petit placement de produit. Mais voilà, si j'ai ce t-shirt de De'Aaron Fox et que j'ai demandé à Derby Ball de me l'envoyer, c'est que j'adore ce joueur en fait, parce qu'il est spectaculaire, il est d'une rapidité qui est complètement folle, je kiffe trop ça. Il est capable de prendre de vitesse tout le monde, en plus de ça il a un gros handle, c'est un plaisir là, ce côté Speedy Gonzalez ou Bip Bip si vous préférez, moi j'aime bien les Looney Tunes, en plus il y a Space Jam qui va sortir bientôt, donc c'est cool de parler de ça, et en plus, il a explosé statistiquement, moi j'aime bien, et c'est pas que des chiffres De'Aaron Fox, contrairement à Drummond.
allez, je tacle encore gratos. Mais je trouve qu'il joue de plus en plus juste. Il shoot mieux de loin, il fait plus de passes, il perd moins de ballons, il est plus régulier aussi, et puis il est plus capable de prendre des coups de chaud et de tout péter. 2 fois, il a dépassé les 40 points cette saison, et quand c'est le cas, quand il est bouillant comme ça, il nous produit des chefs-d'œuvre. Moi, j'adore le voir jouer, et il a que 23 ans en plus de ça. Enfin, donc il est en train de mûrir, c'est très bien. C'est ce que j'attendais de Fox, par contre. Je dis pas qu'il surpasse énormément les attentes que j'avais en lui, c'est ce que j'attendais de lui. En parallèle, j'attendais rien de Sacramento. Je m'étais dit qu'ils allaient être au fond des bas-fonds de la ligue. Et bon, ils joueront pas les playoffs, ils joueront pas les play-in, mais ils ont quand même fait un bon début de saison. Ils sont peut-être moins au fond que ce que je pensais. Et voilà, donc De'Aaron Fox, je vais pas le mettre dans les super top non plus, mais c'est quand même top. Et par contre, voilà. Il y restera pas de manière infinie s'il me prouve pas qu'il peut pas un jour faire gagner sa team. Mais jusque-là, à 23 ans, il fait à peu près ce que j'attendais de lui, en mieux même, enfin voilà, avec ses petites explosions, dans une équipe de Sacramento qui galère, mais moins que je pensais. Donc on enchaîne avec Paul George. Paul George, c'est le joueur que tout le monde adore critiquer, qu'on appelle Pandemic P, et je comprends, c'est le mec qui choque régulièrement dernièrement, notamment quand c'est important, et c'est dur de nier ça. Enfin voilà, là, de toute façon, on n'est pas là pour parler des playoffs de l'an dernier, on n'est pas là pour parler de sa vieille tranche. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Par contre, on peut parler du fait que quand Kawhi a été absent et qu'il a manqué quelques matchs en février, c'est Paul George qui devait porter la team. Et il y arrivait plus ou moins, sauf que dans les derniers quarts, c'est son adresse au tir, et ses stats, elle shootait, c'était affreux. Son adresse était horrible, il n'a pas mis les game winners, mais après voilà, c'est aussi comme ça, hein. On continue à compter sur lui du côté des Clippers, et c'est très bien, c'est parce qu'il a des qualités, c'est juste que là, en ce moment, il n'est pas en réussite. En plus de ça, il a été blessé, le pauvre, donc c'est pas facile pour lui d'être trop régulier, mais il est très très irrégulier, et là, dernièrement, Kawhi est absent encore, et je vois un PG qui est toujours moyen, qui est très fort, hein. On rappelle, c'était quand sa dernière saison à OKC, il était top 3 dans la course au MVP, donc voilà pourquoi j'ai de grosses attentes le concernant. Mais là, je le vois, c'est pas digne d'un mec qui est top 3 MVP de voir comment il peut passer à côté de certains matchs parfois. Donc bon voilà, sauf qu'autour de ça, moi j'oublie pas que c'est quand même un excellent joueur, qu'il a fait une saison compliquée l'an dernier, et en vrai, j'avais surtout des attentes envers lui, je voulais qu'il soit un lieutenant de Kawhi, et ça, il le fait. En fait, si on regarde, en plus de ça, il a augmenté ses stats dans tous les secteurs. Donc ouais, on adore le critiquer, mais voilà, il a commencé la saison aussi comme un MVP. Il est capable de marquer 30 points quand il veut, finalement, même s'il pèsera peut-être pas dans le money time. Mais mine de rien, mais en vrai, il y a Kawhi, normalement, pour faire ça. Il pèse énormément en défense, tout ça dans une équipe contender. Il fait une vraie meilleure saison que l'an dernier. Je m'attendais pas forcément à ça. Donc voilà, j'aurais pu le mettre dans les peu mieux faire, mais j'ai pas envie d'être trop sévère avec lui, parce que finalement, malgré des vraies failles, hein, il se débrouille. Il se débrouille, et sans ses disparitions, même dans les 4e quart-temps, j'aurais pu le mettre en super top. Là, je le mets en top. Et bienvenue ici, Paul. Bienvenue ici. Bienvenue ici, et on enchaîne avec SGA, Shai Gilgeous-Alexander. Je galère toujours à dire son nom, lui, un peu. Mais c'est comme ça. En tout cas, cette année à OKC, on a décidé d'en faire le franchise player. Tout a été construit autour de lui. On a viré tous les joueurs qui avaient de la valeur, comme Steven Adams, comme Chris Paul, comme Danilo Gallinari, comme Nerlens Noel, comme Dennis Schroeder, pour faire venir un max d'assets, notamment des pics de draft. C'est incroyable la collection de pics de draft qu'ils ont là-bas. Mais bon, ça montrait la vraie volonté qu'ils avaient à OKC de faire de Shai le go-to guy. Et on a pris aussi Marc Degnaud. En gros, de toute façon, ce qu'on avait prévu, c'était de faire une saison tanking, où Shai allait être placé dans des responsabilités de franchise player pour qu'il prenne de l'XP, et tester aussi tous les jeunes autour de lui pour garder les meilleurs, et l'entourer au fur et à mesure avec ses meilleurs jeunes et les assets qu'on a récupérés. C'est ce qu'on appelle le tanking, hein, en fait. Avoir les meilleurs pics de draft possibles et prendre de l'XP. Et en fait, là-dedans, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Et là encore, c'est moins catastrophique que ce qu'on aurait pu imaginer pour une saison de tanking. Lui, ouais, il a un gros volume. Il met ses 24 points par match. Il est plutôt adroit. Il a fait de gros progrès à 3 points aussi, en shootant à 42%. Et en fait, je trouve ça fort parce que il y a pas mal de jeunes joueurs comme ça, quand tu leur donnes des responsabilités, ils commettent énormément de déchets. Et lui, en fait, je le trouve propre, je le trouve efficace. En plus de ça, il est de plus en plus utilisé comme un meneur, avec un Théo Maledon qui joue beaucoup plus sans la balle. Le duo se trouve très bien d'ailleurs quand ils sont ensemble. Et Shai arrive aussi à impliquer les autres, même s'il est vraiment le go-to guy, il y a plus de playmaking. Et moi, il répond aux attentes comme il faut. Maintenant,
Maintenant, il peut pas non plus faire gagner cette team, hein, parce qu'il n'est pas entouré de All-Stars. Ces derniers temps, il y a énormément de blowouts qui sont mis contre le Thunder. Ils sont complètement au fond du gouffre, hein, c'est dans le top 5 des pires bilans de la ligue. Tout ça fait que, bon, même s'il répond bien aux attentes, je peux pas mettre en super top un mec, c'est pas comme s'il avait fait gagner sa team non plus. Donc il a bien brillé individuellement, il a bien répondu à ce qui était placé en lui. Voilà, un franchise player dans une équipe qui tank, c'est ce qu'il a fait. Donc je le mets top, il aurait pu être super top, mais c'est un peu comme Fox. Tant qu'il fera pas ça dans une team qui win davantage, j'aurais du mal à le mettre plus haut. Donc Shai, tu te retrouves ici, on aligne un petit peu, désolé pour le côté maniaque qui prend quelques secondes, allez ça ira bien, c'est pas hyper centré, mais je pense que je vais m'en remettre. Rudy Gobert maintenant, qui je trouve, certains vont me bondir, hein, je le sais, j'en ai déjà parlé avec eux, mais je trouve qu'il fait tout simplement sa meilleure saison en carrière, même si les chiffres ne le montrent pas forcément, surtout si vous regardez que la colonne des points, mais en fait il fait largement ce qui est attendu de lui. Il facilite énormément le jeu en attaque, c'est un énorme poseur d'écran, et j'adore parler de la stat des screen assists. Bon, on en entend de plus en plus parler, hein, et moi j'en ai parlé régulièrement, mais c'est sous-coté ça en fait, parce que ça n'apparaît pas dans un box score. Il s'agit des écrans qui sont mis, qui permettent à un coéquipier d'aller passer derrière et de marquer directement. Et ben ça, tout simplement, Rudy c'est le meilleur de la ligue, comme quoi il est très important dans l'attaque. Et des mecs comme Jordan Clarkson ou Donovan Mitchell profitent énormément de ça, de la carrure de Rudy, pour passer derrière lui et se construire des points faciles. Pour ça en fait, ben voilà, ça se voit pas dans les stats, mais quand j'entends dire que Rudy Gobert ne sert à rien en attaque, je ne suis pas d'accord. C'est pas un scoreur, c'est sûr, mais c'est un super facilitateur qui a un vrai rôle. Et ça, il le fait très bien. En parallèle, il défend dur, il prend des rebonds. Je trouve même qu'il a fait des progrès dans la défense au périmètre. Il reste un défenseur d'élite, même si beaucoup l'ont taclé encore, mais je trouve qu'on est sévère avec Rudy, notamment en France. Beaucoup l'ont taclé encore pour l'erreur qu'il a faite dernièrement dans le Money Time face à D'Angelo Russell. Mais ça arrive, enfin, le mec au moins, il est sorti, il a essayé. Il a fait une erreur, c'est clair, et il s'est fait prendre de vitesse. Mais ce que je remarque, c'est que maintenant, il va sortir au périmètre, il va essayer, il va être plus mobile, et c'est bien, franchement, c'est bien. En parallèle, jamais il a protégé le cercle aussi bien, jamais il a mis autant de contres, et il fait ça dans l'équipe qui est première de la ligue, à égalité avec les Suns, le meilleur bilan, quoi. Donc, personnellement, individuellement, c'est ce que j'attends de lui, c'est ce que j'attendais de lui, grosso modo, un facilitateur en attaque, un chef de la défense, le complément idéal de Mitchell. Par contre, collectivement, il fait mieux, alors voilà, il explose pas assez les attentes individuellement pour que je le mette dans les super tops, mais vu ce qu'il fait, ben voilà. Il fait du Rudy Gobert dans une équipe qui win, et ça, c'est top. C'est top, voilà. Ça pourrait presque être super top, hein, franchement. Mais bon, il est pas... Pour ça, il m'aurait fallu une explosion encore plus prégnante individuelle. Allez, Draymond Green. Lui, je trouve que c'est très compliqué de le juger. D'autant plus que là, il vient de faire un triple-double. Et forcément, les Warriors ont gagné. À chaque fois qu'il est complet et qu'il fait tout, les Warriors gagnent. Le problème, c'est que il n'est pas complet tous les jours. Maintenant aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'est pas non plus utilisé complètement dans son rôle. Draymond Green, il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est un ailier fort, qui a une énorme vision de jeu, qui a de super qualités de passe, mais qui n'est pas un meneur de jeu. Donc là, on l'oblige, vu qu'il n'y a que Curry qui peut créer, à part lui, on l'oblige, c'est ce que je disais tout à l'heure, on l'oblige à être un playmaker, limite un meneur. Et ça, je suis pas forcément d'accord. Donc il s'en sort bien, il fait quasiment 9 passes par match et c'est complètement ouf. Jamais il en a fait autant en carrière. Mais par contre, c'est pas un mec qui va garder la balle, qui peut la porter, qui a un dribble super sûr. Maintenant, il s'en sort pas mal, il est utilisé dans ce rôle. Mais sauf que du coup, ça, même s'il le fait très très bien, ça l'empêche de faire grand chose de plus dans le jeu. Ça monopolise trop son énergie, trop sa concentration, et en parallèle il est pas très adroit, il est moins au top en défense qu'avant, il prend moins de rebonds, je trouve qu'il est pas non plus dans sa meilleure forme physique. Attends, il y a encore une ambulance qui passe ici. Il y a une déviation qui a été faite juste devant chez moi, ça n'arrête plus, c'est génial les tournages. Mais bon, ouais, pour revenir à Draymond Green, il est pas non plus dans sa dernière forme physique, dans sa meilleure forme physique. Il aide Curry, et je pense que c'est un de ses coéquipiers qui l'aide le plus, qui l'entoure le mieux, mais ça ne suffit pas pour le porter au sommet, parce que il se cantonne trop à ce rôle de playmaker qui est très utile, mais on ne voit plus le Draymond Green qu'on voyait avant, qui était un chien en défense, qui était un chien au rebond, et qui pouvait être affûté physiquement. Donc c'est pas non plus que de sa faute, c'est aussi le système des Warriors qui veut ça.
Il fait le facilitateur, mais j'attendais quand même plus de Draymond Green et plus des Warriors. Donc lui, eh ben, je le mets dans les peut mieux faire. Je suis sévère quand même, je me rends compte avec lui. J'ai sûrement envie qu'il soit encore au niveau auquel il était quand il était Defensive Player of the Year. J'ai sûrement encore envie de revoir le Draymond Green de 2016. C'est pour ça que je suis sévère. Et là, bah, voilà, même si il fait bien le facilitateur, il fait moins bien le reste. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu. Maintenant, désolé Draymond, je suis sévère avec toi, mais ça va peut-être te motiver. J'imagine tout le temps qu'ils vont regarder les vidéos et que ça va les booster pour la suite. Je sais, je suis débile. Mais ça arrive. Brandon Ingram, désormais. Brandon Ingram, qui a fait une saison All-Star l'an dernier et qui avait surpris énormément de monde. Enfin voilà, en mode MIP, le gars. C'était le leader des Pels. Il a tellement bien assuré pendant que Zion était blessé. Donc forcément, là, le gars a seulement 23 ans et moi, j'avais de grosses attentes envers lui. Pour moi, il devait passer un step. Et avec l'arrivée de Zion, qui était en bonne santé, tous les Pels devaient passer un step et aller en playoff, mais sans jamais bégayer. Et en fait, bah, si on regarde, il a passé ni un step dans les chiffres, où il fait des stats similaires, et ça aurait pu me convenir si il y avait eu des wins. Et en fait, les wins, chez les Pels, à Nola, là, il n'y en a pas vraiment, et c'est ce qui m'inquiète le plus. Je trouve qu'avec une team comme ça, avec du Ingram, du Zion, du Lonzo Ball, du Steven Adams, notamment, bah, ça doit gagner. Ça doit gagner, surtout avec un coach comme Stan Van Gundy, qui était là bah, justement pour les aider à mûrir, pour les aider à faire gagner. Et même si ça se voit pas dans les chiffres, je trouve qu'on a Ingram qui pèse moins dans le jeu, qui surtout pèse pas vraiment dans la win, qui crée moins, car Zion a beaucoup la balle, car Zion le fait beaucoup, à qui on fait moins confiance dans les derniers quarts-temps, à qui on donne moins les shoots de la win, et voilà, donc c'est... Non, il répond pas aux attentes. Comme je disais, je l'imaginais plus haut, soit individuellement, soit collectivement. Individuellement, il est plus ou moins là où je l'attendais. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce manque de win à Nola. On en parlera tout à l'heure sûrement avec Zion. Mais pour l'instant, ben voilà, je vais pas trop le tacler non plus. Mais je le mets dans les peut mieux faire. Voilà, hein, c'est pas péjoratif les peut mieux faire. C'est presque des peut mieux faire d'encouragement que je mets à chaque fois. Hein. C'est pour ça que je veux pas que vous vous choquiez ou que vous... Tu veux bien t'aligner, toi? Je veux pas que vous vous choquiez ou que vous vous offusquiez parce que je mets des gars là. Si je les... Enfin, vraiment, ceux qui me déçoivent beaucoup, je les mets dans les flops. Et encore, ils ont tous des excuses. Maintenant, les peut mieux faire, c'est que je les encourage. Et c'est peut-être parce que je les apprécie beaucoup et que j'ai beaucoup d'attentes. Et tiens, d'ailleurs, on va parler de LeBron. LeBron, il est très compliqué à juger, je trouve. En fait, il a fait un début de saison qui était incroyable, de chez incroyable. Avec des Lakers qui étaient premiers à l'Ouest. Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, lui, il se régalait dans un rôle où il jouait plus sans le ballon que l'année dernière, par exemple. On le retrouvait un peu le LeBron de Miami, que j'appréciais énormément, qui pouvait profiter des super passes de Gasol ou de Dennis Schroeder et faire des coupes. Et ça, je pense que jamais il a été aussi bon quand il était comme ça. Il sait faire tout le reste, hein, il s'est créé, on l'a vu hein, avec toutes les passes qu'il délivrait l'année dernière, mais je trouve qu'il a jamais été aussi bon quand il faisait des coupes, parce que ça lui permet de s'économiser aussi et de déployer toute sa polyvalence. Là, ce que j'ai vu, c'est que même en l'absence d'AD, en plus de ça, il a continué à porter sa team. Tout ça parce qu'il devait moins tout faire tout seul, il s'impliquait aussi plus en défense, il était partout et il était réellement en course pour le MVP depuis sa blessure. Malheureusement, bah voilà, il s'est fait la cheville. Pendant ce temps, les Lakers sont coulés, maintenant ils sont en lutte pour le play-in. Et il a d'ailleurs bien ouvert sa bouche pour ça. Là-dessus, je respecte énormément LeBron, je suis d'accord avec plein de choses qu'il dit, mais là j'ai trouvé ça moyen qu'il râle pour le play-in en disant que celui qui avait trouvé cette idée devait être viré quand ça le concernait lui, alors qu'en début de saison il a absolument rien dit. Et là je trouve ça facile de râler quand il y a un truc qui te pénalise, mais jamais mais de rien dire quand tu crois que ça va pas te concerner. Bref, je vais pas le pénaliser pour ça, c'était juste une petite parenthèse. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, depuis son retour, en fait, de blessure, il m'inquiète. Ça se voit qu'il peine, il semble moins intense, moins agressif. J'ai qu'un tout petit échantillon de match, hein, mais ce qu'il a dit m'a pas rassuré à 100%. D'ailleurs, c'est lui qui a dit « Jamais je ne serai à nouveau un LeBron à 100%. » Et c'est inquiétant. C'est inquiétant. Donc voilà... S'il y avait eu que son début de saison, je l'aurais mis en super top. Mais là, pour les galères des Lakers en ce moment, dont il n'est pas forcément responsable, pour le fait qu'il n'ait pas l'air à 100% et qu'il donne pas l'impression qu'il va y retourner un jour, au moins dans ses mots, peut-être que c'est du bluff, j'espère pour lui. Voilà, son retour là me fait peur. Surtout que je pense qu'il va un peu s'économiser là jusqu'au playoff, au moins physiquement. Donc voilà, je le mets dans les tops, hein, parce que franchement, il a largement répondu aux attentes, il a porté sa team et ça a été très fort. Donc je le mets dans les tops. Je l'aurais mis clairement dans les super tops, sans ce retour un peu compliqué, qui se joue sur un très faible échantillon. Mais il est à la limite. Hein. Là, il fait 3 bons matchs de suite, je le remets dans les super tops direct. Donc c'est tout ce que je lui souhaite.
Nikola Jokic maintenant. Quel monstre ce gars, quel monstre. J'avais fait une vidéo à son sujet et jamais j'ai vu un pivot comme ça. Alors je sais, il y a plein de pivots qui sont uniques en leur genre. Joel Embiid est unique en son genre dans la façon où il prend des pull-ups. Mais je trouve que lui, c'est un spécimen, mais c'est du jamais vu, vraiment. Contrairement à Draymond Green, qui fait énormément de passes, Nikola Jokic en fait, mais je trouve que lui, il est plus qu'un facilitateur de luxe. Il peut vraiment dribbler, il peut vraiment... Enfin voilà, regardez jouer Denver, le meneur de jeu, c'est un mec qui fait... C'est un 7-footer, qui a l'air de faire 150 kilos, qui joue à 2 à l'heure, et pourtant c'est lui le meneur, qui peut aussi jouer au poste, qui peut tout faire, qui peut dribbler. Son style, il est inimitable à ce mec, et c'est assez kiffant de le voir jouer. Plus de ça, c'est dur de lui prendre la balle, il a un vrai handle, une vision de jeu élite, voilà, il peut tout faire, et clairement, pour moi, c'est juste le meilleur pivot passeur de l'histoire. Il fait des passes de quarterback, c'est un régal, enfin, et là, surtout, il fait une breakout season. Il est passé de 20 à 26 points par match, il fait plus de passes, il prend plus de rebonds, et même en l'absence de Jamal Murray, en fait, ça se ressent pas sur les résultats des Nuggets, et je trouve ça ouf. Ça montre à quel point lui il peut peser, il continue à porter sa team et en plus de ça Denver continue à monter en puissance. Là maintenant ils sont top 3 à l'ouest et je trouve ça fabuleux malgré l'absence de Murray que ça coule pas, tout ça parce qu'on a un Jokic qui est énorme. Après on peut lui faire quelques reproches en défense où il est pas élite, c'est vrai, il peut manquer de mobilité, il peut être un petit peu lent. Maintenant il compense avec son physique et son intelligence. Donc il fait clairement le minimum, il fait ce qu'il faut faire. C'est pas un défenseur d'élite, mais en attaque, quel génie, quel génie. On l'attendait haut, il est encore plus haut que ce que je pensais, que ce soit collectivement ou individuellement. Il est dans les méga favoris pour le trophée de MVP, et au vu de cette saison incroyable, c'est mérité. Donc Nikola Jokic, sans hésiter, c'est un super top de cette saison. Comment faire autrement? Je sais pas, hein, s'il y en a d'autres qui le voient... qui le voit plus bas, mais moi, les attentes, je les attendais pas si violentes, la façon dont il y répondrait. Kawhi Leonard, maintenant. Bah lui, c'est... Forcément, c'est déjà un joueur élite, donc forcément, on a de grosses attentes le concernant. On l'attend à un niveau MVP, et plus ou moins, c'est ce qu'il fait, hein, des deux côtés du terrain. Il score un peu moins que l'an dernier, mais je le trouve tout aussi impactant, parce qu'il a une meilleure adresse, il y a moins de déchets. Surtout, en plus de ça, il est moins lourd de manager, je le sens un peu plus impliqué. Les caprices... qu'on me parlait, alors je sais pas s'il y a eu vraiment des caprices, je sais pas si c'est le bon mot, mais on disait qu'il y avait eu des caprices l'an dernier, que ce soit vrai, que ce soit faux, peu importe, on n'en entend plus parler, donc je le trouve un peu plus exemplaire. Peut-être que, voilà, il se comporte plus en leader, peut-être aussi que c'est dû à la présence de joueurs un peu plus expérimentés, peut-être des vétérans intelligents comme Batum et Ibaka, notamment un Ibaka qui le connaît bien, qui peut lui parler, je pense que ça lui fait du bien. Peut-être un coach comme Tyronn Lue aussi, qui le laisse un peu plus libre, contrairement à un Doc Rivers qui veut un peu plus tout contrôler. Je pense qu'avec un mec comme Kawhi, Tyronn Lue, c'est sûrement mieux. Voilà, c'est ce que j'attendais de lui. Il semble avoir plus confiance à ses coéquipiers. Confiance en ses coéquipiers. Il peine un peu à revenir là dernièrement suite à sa blessure au pied. On pourrait attendre aussi que les Clippers soient un peu plus haut qu'un top 4. C'est un peu limite. C'est pour ça que je le mets pas dans les super tops en fait. Il fait ce qui est attendu de lui, ni plus ni moins. Peut mieux faire, je pense pas. Enfin voilà, il est entre les tops et le peut mieux faire. Voilà, c'est typiquement le genre de joueur, s'il y avait une catégorie au milieu, il est excellent. En fait, c'est un joueur excellent, mais c'est ce qu'on attend de lui. Donc voilà, moi c'est surtout pour le fait qu'il soit quand même très propre, qu'il se comporte de plus en plus en leader, même s'il marque moins de points. Allez, viens Kawhi. Même s'il marque moins de points et qu'il se comporte tant en leader, moi ça me va. Ça me va, ça répond à ce que je voulais. Même si j'attendais, je dois le dire, les Clippers un poil plus haut. Mais il est avec son pote Paul George là, juste en dessous, et ça lui va bien. Damian Lillard, maintenant, un sujet qui fâche sur cette chaîne. Un sujet qui fâche depuis que j'avais osé de le mettre dans un tier en dessous que Stephen Curry. Pourtant, je l'assume totalement encore. Hein. Mais je sais qu'il y a des Lillard lovers, beaucoup, et je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que c'est un mec, il est kiffant, il a tellement du flow, il a un range de ouf, il est trop beau à voir jouer, ses 3 points, c'est dingue, il est ultra clutch, c'est peut-être le joueur le plus clutch de la ligue, il a un charisme énorme, il a fait un album de rap, c'est un mec qui est super attachant, je comprends que tout le monde le kiffe à fond, il est magnifique à jouer offensivement, à voir jouer offensivement, enfin c'est ouf, donc je comprends que vous vouliez tous le défendre, et il a fait surtout une première moitié de saison qui est incroyable. Il a porté ses Blazers malgré les blessures, il a fait des perfs de ouf, il a complètement pris feu plusieurs fois, enfin voilà, complètement inarrêtable le gars, complètement inarrêtable. Il a même atteint les 50 points là en mars, mais voilà, je trouve que Curry faisait encore mieux, enfin fait en tout cas encore mieux.
Même si, en l'absence de CJ McCollum, ce qu'a fait Damian Lillard, je le répète, est fantastique. Je vais oser dire du mal un peu, parce que je trouve qu'il... Alors c'est même pas du mal, c'est juste des constats. C'est un excellent joueur, pour moi c'est vraiment un excellent joueur, mais qui a aussi des failles. Je trouve pas aussi propre que Curry par exemple. Il est propre, juste pas aussi propre que Curry. Je trouve aussi qu'il attire moins les défenses qu'un Curry. Parce qu'il est peut-être moins dangereux aussi malgré son range de ouf. Enfin voilà, c'est peut-être une question de préférence personnelle, peut-être que je me trompe, je sais pas, pourtant je suis pas non plus le premier fan de Curry, mais voilà, et surtout, en fait son mois d'avril a un peu prouvé ça. Son mois d'avril il est quand même passé assez à côté, et puis il faut pas le nier aussi, enfin voilà, il a été irrégulier, dernièrement son adresse était toujours par là, pas là, maintenant il est quand même super ciblé, il a sûrement un peu levé le pied avec les retours de blessures, et je peux le comprendre, il a dû se fatiguer à porter la team comme ça, c'était un truc de fou, ça se sent qu'il est crevé, là on a des Blazers qui naviguent entre la place 5 et la place 8, voilà, maintenant il a tellement porté les siens avant, que là, peut-être qu'il se dit, il est temps de souffler un peu, les playoffs vont arriver, maintenant, enfin, tout ce qu'il a fait, c'est sensationnel. J'ai du mal avec sa défense, mais ça, j'attendais pas qu'il défende. Il ne sera jamais un défenseur d'élite pour moi. Donc, déjà, il se bat et ça suffit, c'est bien. Et clairement, pensez pas que je l'aime pas, parce que tout ce qu'il a fait, je trouve ça ouf. Je le mets dans les tops, Je le mets dans les tops parce qu'il a réussi à maintenir les Blazers la tête hors de l'eau. Là, il navigue entre la 5e et la 8e place. Je les attendais plus haut, mais c'est comme ça, il y a eu des blessures, Lillard a fait vraiment ce qu'il a pu, avec tout ce qu'il a pu, c'est ces énormes coups de chaud que je kiffe. Par contre, regardez ses stats individuelles, c'est moins bon que l'an dernier. Là, collectivement, je trouve ça moins bon que l'an dernier aussi. Enfin, en tout cas, moins bon que ce qu'on a vu dans la bulle, où on a vu des Blazers qui étaient chauds bouillants. Bon, après, ils étaient au complet dans la bulle, mais c'est comme ça. Et surtout, je trouve que les Blazers, cette saison, le gros problème, c'est la défense. C'est une des pires défenses de la ligue. Enes Kanter, je pense, est responsable de ça majoritairement. Mais Damian Lillard, on peut pas ne pas parler de lui si on parle de la défense. Et voilà, c'est juste ça. Curry, par exemple, pour revenir à ça, je suis désolé de faire cette comparaison tout le temps, mais ça me semble essentiel. Curry, je trouve que c'est un meilleur défenseur que Damian Lillard. Voilà, maintenant, ça m'empêche pas de penser que Damian Lillard est un joueur génial, fabuleux. J'adore le voir jouer. Tout autant que Curry, d'ailleurs, je prends autant de kiff. Mais voilà, je trouve ça se joue à des détails à ce niveau-là. Et j'en attendais peut-être autant des deux cette saison. Et je trouve que Curry a mieux répondu aux attentes que Damian Lillard. C'est une question de point de vue. Et je comprends tout à fait que vous en ayez un différent, surtout vu comment ce mec est attachant, je le répète, et le charisme qu'il dégage, ça donne envie de le soutenir, et de se dire que jamais il est respecté à sa juste valeur. Vous allez dire que moi aussi je fais partie de ceux qui le respectent pas, mais vous vous trompez. Voilà, fin de la parenthèse Lillard, j'ai besoin de me justifier contrairement à lui, le concernant, je suis désolé, parce que je sais qu'encore une fois, ça va râler dans les commentaires. Mais bon, voilà, il est quand même dans les tops, rappelez-vous de ça. CJ McCollum maintenant, le coéquipier de Damien, qui a manqué énormément de matchs sur blessure, c'est pour ça que Lillard a dû porter sa team comme ça, il a loupé quasiment 2 mois, et pourtant il a fait un début de saison incroyable. Je vais pas dire que sur les premiers matchs de la saison c'était le meilleur joueur des Blazers, mais pas loin, pas loin, mais bon, si je dis ça, je vais encore m'en prendre plein la tronche. Il a fait, c'était son 3e match, alors ça je sais plus, en tout cas c'était en début de saison, il avait fait une pointe à 44 points, c'était ouf, enfin voilà, avant sa blessure, il était génial, un gros scoreur. De toute façon, c'est ce qu'on attend de McCollum, c'est du scoring, et il le faisait, mais à merveille. Sauf que depuis son retour de blessure, il est toujours très bon, je trouve, mais il y a quand même plus d'irrégularité. Il fait toujours de grosses perfs, mais il y a aussi des moments d'absence. Il montre qu'il est vraiment un scoreur unidimensionnel, mais voilà, moi, un scoreur unidimensionnel, pour qu'il soit super top, pour qu'il soit élite, surtout avec les soucis qu'il a en défense, McCollum, je veux qu'il soit là tous les soirs. Il le fait ou pas loin, mais pas tout le temps, pas comme en début de saison où il était bouillant. Donc s'il était resté bouillant comme en début de saison, je l'aurais mis dans les super tops. Là, il a quand même quelques matchs sans, où il trouve pas son adresse, où il a du mal à peser, dans une équipe de Portland qui fait plus ou moins ce qu'on attendait. Non, j'en attendais plus de Portland, même si je le répète, les blessures ça n'aide pas. Donc je le mets dans les tops, parce que franchement, il a clairement répondu à mes attentes, et même plus, mais pas non plus tout exploser de là à le mettre dans les super tops. Petite pause, parce que là je parle beaucoup, j'accélérerai ça au montage, mais j'ai besoin d'eau. Ja Morant maintenant.
Ja Morant, Ja Morant, Ja Morant, qui avait fait l'an dernier une énorme saison rookie, il a été Rookie of the Year et c'est pas volé, c'était complètement mérité. Et sur sa saison sophomore, forcément, j'en attendais plus. Un sophomore, on veut qu'il progresse. Et il en fait plus. Alors, pas beaucoup plus, mais il en fait plus. Il a augmenté sa moyenne de points, notamment. C'est surtout là qu'il a progressé. Il a pris encore plus de responsabilités chez des Grizzlies qui ont plus de 50% de victoire. Donc, pour ça, bravo. Hein, les attentes, elles sont remplies. Je vais pas en parler des heures, parce que tout ce qu'il fait, tout ce que je voulais, il le fait. Pas non plus il en fait pas énormément plus, mais il fait ça. Même quand ça n'allait pas en début de saison, lui, il a manqué quelques matchs pour blessure. Je trouve que même autour de lui, quand il y a eu des absences, il a réussi à bien porter sa team, notamment quand Jaren Jackson Jr. était pas là. Aujourd'hui, les Grizzlies fonctionnent très bien. Son entente avec Jonas Valanciunas est bonne. Valanciunas a un gros rôle aussi, on en parlera après. Donc voilà, maintenant, Ja Morant, il a toujours des progrès à faire dans pas mal de domaines, que ce soit la régularité, la défense, la gestion du tempo, la compréhension du jeu, c'est sûr, mais tout le reste, ce qu'il montre, notamment pour un sophomore, c'est très très fort. J'aime la façon dont il va au drive, la façon dont il a peur de personne, la façon dont il peut aller encaisser le contact, la façon dont il va défier les bigs, malgré son physique assez frêle. Il me fait un peu penser à Iverson, quand je le vois des fois, et ceux qui me connaissent savent à quel point je kiffais les Sixers d'Iverson. Donc cette agressivité-là, moi, elle me plaît. Il répond aux attentes, ni plus ni moins. Il n'a pas explosé non plus pour sa saison sophomore, mais il a confirmé, que ce soit individuellement et collectivement. C'est ce que j'attendais de lui, je trouve ça top. Il va falloir peut-être que j'arrête de mettre des gars dans les tops. Oulala, j'ai pas fait ma case assez grande ou quoi. On verra. J'ai plus que 2 places, on dirait, dans mes tops. Donc écoutez, au pire, ça débordera. Donovan Mitchell. Alors là, je vais parler d'un scandale. C'est que pour moi, je comprends pas, et ça me rend ouf, comment ce mec-là n'a même jamais été élu joueur de la semaine. Voilà, tout le monde pense qu'on manque tout le temps de respect à Damian Lillard. Moi, je pense qu'on manque de respect à Donovan Mitchell. Ça me rend taré de voir que le meilleur joueur de l'équipe qui a été au sommet de la ligue pendant la grande majorité de la saison n'ait jamais remporté un trophée de joueur de la semaine. Enfin... Comment c'est possible, quoi? Il a explosé dans tous les sens, il score 26 points par match, il est d'une agressivité qui est folle, on a l'impression qu'il a un sentiment de revanche à prendre. Sentiment de revanche après l'élimination face aux Nuggets l'an dernier, qui a sûrement été dur à avaler. Un sentiment de revanche, je sais pas, je pense qu'il a envie de faire mentir Shaq aussi, avec les propos durs qui ont été tenus envers lui. Je crois que ça le booste, et là, il confirme l'énorme bulle qu'il avait faite. Alors il fait plus de matchs à 50 points, mais il fait des matchs à 40, et je trouve surtout qu'il est d'une régularité folle. Il est tout le temps autour des 25 points. Donc pour ça, bravo. Il a pas trop de matchs sans, c'est un vrai leader offensif, qui est pas qu'un scoreur, qui est aussi un créateur, qui est un playmaker. Il fait plus de 5 passes par match. Enfin voilà, pour moi, quand tu es le leader offensif d'une team qui est autant victorieuse, que ce soit dans le playmaking ou dans le scoring, tu mérites d'être mieux considéré, d'avoir des trophées de joueur de la semaine. Au moins ça. Bon, maintenant, il est... En plus de ça, je trouve ça parlant. Là, le Jazz est en difficulté pour l'instant, mais en même temps, Donovan Mitchell s'est fait la cheville, donc il est absent. C'est pas un hasard. Donc pour moi, il fait une saison énorme. Une saison vraiment énorme, et tout le respect qu'il mérite, je vais le donner en le mettant dans les super flops. Oh là là, le lapsus. De toute façon, il n'y a pas de catégorie super flop. Donc je vais le mettre dans les super top. Désolé, Donovan, mais moi, je trouve que ta saison est fabuleuse. Fabuleuse. DeJounte Murray. Oh là là, je vais pas refaire le lapsus sur les Spurs, je les kiffe trop cette année. Donc je les kiffe trop, alors que j'attendais très peu d'eux. L'an dernier, par contre, Murray, moi, m'avait déçu parce qu'il avait fait une très bonne saison. Après, il avait manqué 1 an sur blessure, et là, à son retour de blessure, je voulais qu'il pète tout. Sauf que son retour de blessure, force est de constater qu'il a été un peu compliqué. Ça a été une saison de transition pour lui et pour les Spurs aussi. Mais voilà, il était quand même présent en défense, présent au rebond, mais globalement, je l'ai trouvé décevant. Il avait un peu ce statut de joueur très prometteur qui n'arrivait pas à step up, et je me posais de vraies questions. Donc en fait, je m'attendais plus à grand chose. Je m'étais dit, allez, peut-être qu'il peut nous surprendre, mais je suis même pas sûr. Je vais pas trop mettre de pression ou je vais pas trop parier sur sa progression, je sais pas. Peut-être qu'il restera à ce niveau un peu moyen. Il y a des joueurs comme ça qui progressent jamais. Et j'y croyais un peu, mais pas vraiment. Moins en tout cas que l'année d'avant. Et pourtant, cette année, je trouve que les responsabilités qu'il prend,
dans une équipe où, je le répète, j'attendais peu de choses, sont assez folles. C'est un vrai two-way player. En défense comme en attaque, il est très fort. On parlait de Rosanne tout à l'heure qui avait pris de nouvelles responsabilités à la passe en attaque. Murray c'est pareil, il fait plus de 7 passes par match, tout en mettant ses 15 points, tout en harcelant les arrières adverses, tout en pouvant switcher en défense. Je trouve qu'il est fort en fait, il prend beaucoup de rebonds aussi, parce qu'il est toujours très bien placé. Alors c'est vrai que la balle des fois t'as l'impression qu'elle lui tombe dans les mains, mais c'est pas un hasard, c'est juste parce qu'il est bien là où il faut quand il faut. Lui comme ça, ça lui permet de directement choper la balle, de partir en contre-attaque, de monter et de balancer une attaque, de placer le jeu ou de faire partir tout le monde, ses flèches. Je trouve ça très bien. Après, voilà, comme je le dis, hein, il a une vraie science du jeu pour tout ça, mais encore beaucoup de crédit à Pop, qui l'utilise super bien. Greg Popovich, quel génie ce mec aussi. En tout cas, avec Dejounte Murray, on a un joueur qui est archi complet, qui a déjà fait 4 triple-doubles cette saison, qui en plus de ça monte en puissance, qui de plus en plus souvent passe la barre des 20 points. Je croyais plus vraiment en lui, il m'a fait mentir, je le trouve de plus en plus mature, il a peur de rien, plus la saison avance, plus je le trouve bon. Autant de Rosanne, j'avais envie de alors pas de le tacler, mais je l'ai pas mis en super top, parce que les Spurs étaient pas assez bons, même s'ils étaient meilleurs que ce que je voulais. Sauf que DeRozan, lui, dans sa carrière, avait déjà montré qu'il pouvait être un franchise player. Murray, alors c'est pas un franchise player, mais c'est la première fois qu'il montre qu'il peut être à ce niveau. Et je pense qu'il a aussi beaucoup de responsabilités si les Spurs sont encore en course pour le play-in et qu'ils vont probablement les jouer. Donc lui, il est entre les tops et les super tops, mais j'ai envie de me faire plaisir un peu, de laisser un peu parler mon cœur et de le mettre dans les super tops. Par contre, maintenant qu'il a montré ça, le gars, je vais en attendre encore plus de lui l'an prochain. Hein. Il sera pas encore un super top s'il fait la même chose ou s'il gagne pas plus. Mais oh là là, c'est pas aligné, j'aime pas ça. Le maniaque est de retour. En tout cas, ouais, Murray, en attendant, je le mets dans les super tops. Par contre, si j'avais moins d'attentes pour lui cette année, je fais n'importe quoi. Je vais en avoir beaucoup plus le concernant l'an prochain. Au niveau de l'alignement, c'est pas beau, mais regardez ailleurs, je vous en prie. On enchaîne, sinon je vais passer plus de temps à aligner mes joueurs qu'à parler de basket, et je suis pas sûr que vous soyez là pour ça. Donc Jamal Murray, son homonyme, un autre Murray, qui comme on l'a dit est blessé en ce moment, qui reviendra plus. Sa blessure m'a fait tellement de peine, et moi je l'attendais un peu comme Mitchell, les deux s'étaient lancé un duel de ouf, et Mitchell a vraiment répondu aux attentes, c'est pour ça que je l'ai mis dans les super tops. Jamal Murray, ça a été un peu plus compliqué, ça a été un petit peu difficile. Je l'attendais aussi haut que Mitchell, et là, c'est pas un leader de la même façon, quoi. Pourtant, ça allait mieux, en fait. J'ai pas envie de trop le tacler non plus. J'attendais vraiment une explosion de sa part. J'avais l'impression que c'était en train d'arriver. Surtout qu'il a fait tout le début de saison avec une blessure à l'épaule qui l'a gêné. Là, son match à 50 points à 21 sur 25 était assez fou. Mais ce genre de perf, j'aurais voulu peut-être qu'elle soit moins forte, mais que ça arrive plus souvent. Un peu comme Mitchell. Pas forcément un match à 50 points dans la saison, mais plusieurs à 35-40 points. Et en fait, Murray, je trouve qu'il y a aussi beaucoup trop d'irrégularités, beaucoup trop de matchs sans, beaucoup de matchs à moins de 10 points, beaucoup de matchs où il y a de gros fails en fait. Moi je me rappelle encore d'un match où il avait mis 3 points à 1 sur 14 alors qu'il avait joué, je sais pas, 35 minutes. Je pensais vraiment qu'il pourrait être un leader, au moins un leader offensif. Pas vraiment, enfin de toute façon, en tout cas pas dans une team qui gagne. Le leader pour l'instant c'est clair et net que c'est Nikola Jokic. En même temps, comment faire autrement avec un tel phénomène. Mais voilà, pour l'instant, contrairement à Mitchell, qui lui est un leader dans une équipe qui gagne, Murray est plus un lieutenant dans une équipe qui gagne, qui est peut-être moins capable de porter sa team vers la win qu'un Mitchell, même si, enfin voilà, c'est un super scoreur, mais j'en attendais plus de lui. Donc encore une fois, ça va sembler sévère, parce que lui aussi a souffert de certaines blessures, mais il se retrouve dans les peu mieux faire, je suis désolé pour ça. C'est la life. Mais comme je dis, c'est un peu mieux faire d'encouragement, c'est que je crois en lui. Si je les attends plus haut, c'est que je crois en eux, ces gars-là. Donc voilà, et je suis sûr qu'ils vont y arriver un jour. Allez, on enchaîne avec Chris Paul. Chaque année, lui, on se dit qu'il est fini. Chaque année, il surprend tout le monde, moi le premier. En fait, le seul moment où il a un peu déçu dans sa carrière, c'était à Houston, mais les conditions étaient tellement particulières. C'est difficile de trouver une place quand t'es un meneur organisateur, un meneur pur à côté d'un gars comme James Harden qui a beaucoup la balle. Un meneur comme Chris Paul a besoin de créer, il peut pas trop jouer sans la balle. Il avait eu quelques soucis de santé en plus dans le Texas. Donc voilà, après il est allé au KC, le mec tel un phénix a montré qu'il était toujours vivant, qu'il était immortel.
Et même là-bas, malgré toutes les belles choses qu'il a montrées, il y en a encore beaucoup qui disaient que c'était un one-shot, beaucoup qui disaient que bah, si c'était le cas, c'était, je sais pas, un peu le hasard, un peu Billy Donovan, un peu... Je sais pas, enfin bon, il a quand même été bien mis en valeur, hein, mais beaucoup pensaient que ça n'allait pas durer. Beaucoup aussi, bah, le problème, c'est qu'il fait partie de ces joueurs qui sont beaucoup taclés en raison de leur contrat, parce qu'on entend sans arrêt dire qu'il est surpayé. Mais voilà, faut arrêter. Là, bah, il est arrivé à Phoenix, et en fait, c'est une superstar. Phoenix, bah, il en a fait des outsiders, voire même peut-être des contenders. À l'heure actuelle, ils ont le meilleur bilan de la ligue à égalité avec Utah. Qui pensait ça? Qui pensait ça des Suns? Bien sûr que moi, je pensais que ça allait step up avec l'arrivée de Chris Paul, mais à ce point, comme je disais, enfin, le mec, il arrive à faire jouer tout le monde, il y a une équipe de guerriers, beaucoup de crédit à donner à Monty Williams aussi, hein, forcément, qui arrive à faire jouer tout ce beau monde ensemble, mais je trouve que voilà, ben, comme je le disais, lui, il trouve bien Booker dans les positions qu'il affectionne. Booker, lui aussi, lui rend l'appareil en faisant des putains de démarquages, en acceptant de moins créer. Et voilà, Chris Paul, c'est juste un maestro là-dedans, c'est un chef d'orchestre. Tout ça, je le savais, mais pas de là à... Enfin, tout ça, je savais, je m'y attendais, mais de là à emmener cette team CEO, je pensais pas. C'est un mec tellement intelligent, tellement agressif, tellement increvable en fait. Le mec tourne à 9 passes par match, il a une adresse de dingue, une sélection de shoot qui est super propre, qui joue super juste. Et qu'est-ce que tu veux? Ça apporte la victoire au bout. Comment tu veux faire? On a du Chris Paul encore élite là, à 35 ans. Et, euh, et voilà, c'est forcément un super top pour moi. Forcément un super top d'arriver à faire step up une équipe comme il l'a fait. Même si, comme je disais, je veux donner du crédit à Booker aussi et sa nouvelle maturité, les deux méritent le super top aujourd'hui. Pas de doute. Pas de doute. Michael Porter Jr. Haha. Lui, c'est compliqué parce que le talent offensif qu'il a, ce gars, il est dingue. Il est dingue. Il est capable de marquer dans tous les sens. C'est le roi de l'ISO. Il peut défier n'importe qui en 1v1. Il peut shooter de loin. Il peut partir en transition. Il peut driver. Il peut aller jouer au poste. Il peut prendre des fade-away. Il peut prendre des step-back. Il a une adresse excellente à 2 points comme à 3 points. Enfin, mettre le ballon dans un panier. Le gars, il sait faire. Sauf que, bon, avec un tel talent, eh ben, forcément, on l'imagine option 1. Bon, maintenant, quand t'as Jokic et Murray dans ton équipe, c'est difficile. Mais ça fait quand même partie des attentes qu'on a, quand il y a trop de talent, quand il y a tant de talent. Et sauf que si on veut pas trop non plus le mettre option 1, et je comprends Mike Malone, c'est parce que Michael Porter Jr., niveau QI basket, c'est pas non plus un génie, c'est pas Chris Paul. Trop de mauvais choix, trop d'individualisme, trop de tunnel vision. Des fois, en fait, je trouve il veut beaucoup trop tout faire seul. En plus, il défend pas beaucoup. Enfin, voilà, j'aurais vraiment envie de lui donner les clés pour ça. Mais il lui faudrait plus de science du jeu. Il faudrait qu'il montre qu'il ait plus d'envie de partager. Moi, je vois qu'il tourne à peine une passe par match en 32 minutes. Pour un mec qui, quand même, touche la balle, hein, même si c'est pas l'option 1, qui touche pas mal la balle, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors, au point, c'est très fort. Comment dire qu'il déçoit, sachant qu'il a doublé son nombre de points. Bon, après, il a doublé son nombre de minutes aussi, ou pas loin. Mais je suis très exigeant, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Voilà, maintenant, je trouve que depuis la blessure de Murray, quand même, il prend de nouvelles responsabilités, il est très 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 fort, il commence même à défendre, tout ça, c'est tout à son honneur. Par contre, c'est ça qui me frustre. Et donc, ça va être lui aussi un peu mieux faire d'encouragement. J'ai besoin qu'il mûrisse encore plus, qu'il montre qu'il a envie de jouer avec les autres, qu'il montre qu'il a... Bon, il est jeune, hein, je suis sévère, mais qu'il montre qu'il a envie de jouer un basket de la gagne, envie de partager, envie de faire tout ça, quoi, d'être une star. Pas juste un scoreur individualiste. Donc, il y a une belle petite éclaircie en ce moment. Ouais, je suis tellement exigeant avec ce mec, mais quand je vois un tel talent, je me dis que j'en attends plus, et tout ça, ça passera sûrement par de la maturité. Donc je compte sur lui pour mûrir, et avec l'âge, ça viendra, j'espère. Kristaps Porzingis maintenant, c'est difficile lui, hein, depuis, il y a des pépins physiques sans arrêt, depuis sa rupture des croisés, c'est difficile, pourtant je continue à avoir de vraies attentes, hein, envers Kristaps. Il a tellement de talent, son mix de taille et d'adresse le rend vraiment unique, son surnom de licorne, il le mérite. Enfin voilà, maintenant, il y a des choses qu'il faut constater, c'est que c'est difficile pour lui, il est plus aussi mobile qu'avant, il va moins au contact en attaque. Peut-être qu'il a peur de se répéter, et je peux le comprendre, mais il reste beaucoup derrière la ligne à 3 points, et ça lui apporte un côté un peu soft qui me dérange un peu, enfin, alors que c'est un mec qui a une vraie carrure, hein, qui s'est gonflé physiquement depuis le début de sa carrière, et qui pourrait dominer aussi à l'intérieur. Je trouve ça dommage qu'il se cantonne à un rôle de floor spacer. Maintenant, je lui en veux pas trop pour ça, parce que ce rôle-là, il le joue bien, il est capable de scorer assez régulièrement, finalement.
Mais bon, il prend quand même moins feu que ce qu'il est capable de le faire, parce qu'il se cantonne à un seul rôle, peut-être. Il a fait un gros carton cette saison, contre les Pels. Il a dû mettre 38 points, enfin voilà, quelque chose comme ça. Une stat comme 8 sur 13 à 3 points, en tout cas, où voilà, il avait pris feu. Et s'il se cantonne seulement au rôle de floor spacer, c'est dur de parler, dis donc, j'aimerais qu'il fasse ça plus souvent. Maintenant, c'est une bonne deuxième option à côté de Doncic. Mais voilà, s'il ne joue que le rôle de floor spacer, je veux qu'il fasse ça à la perfection. Il en a les qualités, et c'est ce que j'attends de lui. Surtout qu'en plus de ça, en défense, c'est catastrophique. C'est catastrophique, c'est pas normal, je trouve, quand on a une telle longueur et une telle taille, de défendre si peu, même si on n'est pas très mobile, même si on a les genoux en vrac. Son defensive rating, c'est l'un des pires de la ligue. En fait, les attaques adverses le ciblent énormément. Donc, ok, il est diminué, mais je trouve qu'il manque d'envie. Et dans une équipe qui cruellement a besoin de défense, ça m'agace un peu. Maintenant, voilà, je veux pas non plus le mettre dans les flops. Parce que Dallas y arrive à peu près. Dallas fait une bonne deuxième partie de saison. Porzingis a réussi aussi à monter en puissance. Son rôle de floor spacer, il le joue pas à la perfection, mais il le joue quand même très bien. Cette équipe va faire les playoffs. Je suis pas sûr qu'ils iront loin en playoffs sans défense, ça, il faut le dire. Mais en tout cas, dans ce secteur, ben voilà, KP, ça doit être le premier à step up. Avec plus de volonté, plus d'intensité. Donc pour ça, je le mets dans les pommes mieux faire. Les flops, je trouverais ça trop sévère. Trop sévère, parce que quand même, voilà, je pouvais pas en attendre trop de lui au vu des nombreuses blessures qu'il a connues. Ça aurait été trop sévère de vouloir que ce soit une superstar encore. Donc, peut mieux faire, ça me va bien. Si juste un peu de volonté, d'envie, de défense ou moins de peur du contact, et je le mets dans les tops, hein, ça se joue à peu de choses. Donc voilà, D'Angelo Russell maintenant, on arrive sur les 6 derniers gars, la dernière ligne. Quel potentiel en fait ce mec, depuis sa draft il a. On attend que ce soit un franchise player depuis qu'il est arrivé en NBA, et on attend qu'il soit, enfin voilà, je me rappelle à la sortie de fac, on voulait, moi je l'adorais ce mec, j'adorais ce côté intense qu'il avait, et je m'attendais de lui qu'il puisse porter rapidement une équipe qui gagne. Il l'avait fait un petit peu, même si c'était pas non plus une équipe qui allait au sommet, mais à Brooklyn il y a 2 ans, il avait réussi à se comporter en leader, et j'avais beaucoup apprécié ce qu'il avait fait cette saison-là chez les Nets qui étaient débattants avec Atkinson comme coach, c'était fort, mais là je retrouve plus ça, et pourtant j'espère toujours, j'attends toujours, je veux le voir tout péter, je veux le voir prendre feu, je veux le voir performer, je veux le voir être clutch, je veux le voir ice in my veins, je veux le voir gagner des matchs, et encore plus dans une équipe comme Minnesota qui sur le papier offensivement a une force de frappe de fou furieux quoi. Alors bien sûr il y a eu énormément de blessures depuis le début de la saison, bien sûr il a très peu joué avec Kat, il doit y avoir un peu plus d'une quinzaine de matchs, mais pendant la blessure de Towns, ce que je reproche à Russell, c'est de ne pas avoir pris le relais, de pas l'avoir porté, cette team, avec beaucoup trop de mauvais choix, beaucoup trop de déchets, beaucoup trop d'irrégularités. Certains soirs, le mec, il envoyait brique sur brique, c'était catastrophique, tu pouvais pas gagner de match parce qu'il avait une mauvaise sélection de tir et qu'il impliquait pas assez les autres, tout en défendant très peu, tout en défendant vraiment très peu. Voilà, donc je suis déçu, peut-être que j'en attends beaucoup trop de ce gars, peut-être qu'il n'y arrivera jamais à faire ce que j'attends de lui, pourtant j'espère encore. Depuis son retour de blessure, il est utilisé en sortie de banc, ça marche mieux à Minnesota d'ailleurs depuis qu'il est sub, c'est vraiment une piste à creuser, mais voilà, je suis peut-être trop exigeant, mais pour un joueur dont j'attendais qu'il devienne un futur franchise player, voire peut-être une future superstar au moment de sa draft, et pour lequel j'espère encore toujours chaque été, et je trouve que avec tout ce talent, c'est parlant de se dire il est meilleur en sortie de banc. Ça veut dire que, enfin voilà, c'est pas non plus un Ginobili non plus. Hein, donc lui, je le mets dans les flops. C'est comme ça. C'est comme ça, Dilo. Peut-être que j'en attends trop. La réponse se situe probablement là-dedans. L'année prochaine, peut-être que j'en attendrai moins, et il lui suffira de faire juste un poil mieux pour être dans les tops. Karl Anthony Towns, qui est dans une situation assez similaire, je trouve, chez les Wolves. C'est pareil, hein. Lui, il gagne pas. Lui aussi a été blessé. Et pendant que il s'est retrouvé seul sans Russell, ça a été très dur. Par contre, je trouve ça un peu moins cata, parce qu'il y a un peu moins de déchets et qu'il sait faire plus de choses. Lui, il peut jouer au poste, il peut s'écarter, il peut ressortir la balle quand il est pris à 2. Il peut même courir un peu en transition. Il a des outils de malade, il est long. En vrai, lui...
Si Russell, moi je m'attendais, enfin j'espérerais qu'il puisse être un franchise player avec son talent. Karl Anthony Towns, je me dis que lui, il a tout ce qu'il faut pour être un jour, s'il est dans une équipe qui gagne, dans la course pour le MVP. Mais pour ça, il faut win des matchs. Les Minnesota n'y arrivent pas. Et Karl Anthony Towns, à mon avis, doit être le premier qui porte sa team quand on a de telles qualités. Donc voilà, maintenant il a de vraies excuses encore. Hein. Il a été blessé, à son retour, Russell, enfin lui il était blessé pendant un mois. Dès qu'il est revenu, c'est Russell qui a manqué 2 mois. Ça aide pas pour créer une alchimie. Maintenant, bah voilà, j'en attends quand même plus, blessé ou pas, Russell ou pas. Je veux qu'il porte sa team. Et quand je vois qu'il a que 35% de wins, pas Minnesota, hein, juste quand Towns est là, Minnesota n'a que 35% de wins, malgré des circonstances atténuantes, bah ça me suffit pas. Je veux qu'il soit plus leader, je veux qu'il défende plus aussi, qu'il s'implique. Je remets en question son implication défensive, ouais. Donc je vais pas le mettre dans les flops comme Russell, je pense que ce serait trop sévère, malgré le fait que j'en attende beaucoup de Towns, mais voilà, parce que lui individuellement je trouve qu'il fait quand même de bonnes choses, qu'il a moins de déchets que Russell. J'en attends, voilà, en fait j'attends plus un comportement de leader, plus d'implication en défense, plus de résultats collectifs. Donc c'est là-dessus qu'il peut mieux faire, plus de résultats collectifs. C'est là-dessus qu'il peut mieux faire. Par contre voilà, c'est pas, ça n'ira pas dans les flops. Lui aussi, je l'encourage. JV maintenant, Jonas Valanciunas, lui aussi. Hein. Je parlais de Mitchell comme un joueur des plus sous-cotés. En fait, Jonas Valanciunas, là-dedans, on l'oublie souvent. Hein. Pourtant, ce mec-là, il a une puissance de bœuf, il a des mains d'orfèvre, de velours, je sais pas comme vous voulez dire, mais c'est dingue. Il a des appuis de fou, il a tout plein de moves au poste. Il a énormément de fondamentaux, il a une vraie science du jeu dans la raquette. C'est un excellent rebondeur qui a de super instincts. En fait, ouais, c'est l'intérieur lituanien par excellence, qui a été super bien formé, qui sait tout faire, et qui est super technique. Il est fin, puissance, technique, moi j'adore ça, et je trouve que si Memphis est bon, c'est grâce à Ja Morant, bien sûr, mais c'est pour moi autant grâce à Jonas Valanciunas, qui est une valeur ultra sûre. Soir après soir, tu peux être sûr qu'il peut te faire un énorme double-double quasiment à chaque match, et il a fait des rencontres à plus de 30 points, il a fait des perfs à plus de 20 rebonds, et là, depuis mars-avril, je trouve qu'il atteint un niveau incroyable. Ouais, lui aussi il peut avoir des petits soucis défensifs, mais peu importe, il fait quand même le minimum. Enfin voilà, hein, quand il se positionne dans la raquette, moi je vous défie d'aller le post-up, je pense qu'il va falloir vous lever tôt pour ça. Et en fait, j'ai toujours trouvé bon, j'ai toujours trouvé sous-estimé, je me suis toujours dit que en fait, il peut faire des choses très bien, mais pas à ce point, pas en ayant un aussi bon impact sur la win. Il est une excellente surprise pour moi, notamment de plus en plus là ces derniers mois, et je le mets dans les super tops. Croyez pas que c'est juste que j'ai plus de place dans les tops, hein. Je serais bien malin de faire ça, mais mais ça pourrait. Non, je le mets dans les super tops parce qu'il mérite, pas parce que j'ai plus que de place ici. D'ailleurs, il me reste 3 joueurs. Si je les mets tous les 3 dans les tops, je suis quand même... Non, c'est bon, on va voir. Parce que là, on va parler de John Wall, et je vous dis tout de suite, je vais pas le mettre dans les tops. Après, il est compliqué à juger, tiens, ouais, d'ailleurs, j'ai pas respecté l'ordre alphabétique ici. J'ai mis Williamson avant Wall. Bon, mais bref, on finira par Williamson. Ou sinon, non, on va parler de Williamson tout de suite. Vu que je l'ai mis là, on va faire les choses dans l'ordre de mon visuel. Et ça ne respectera pas l'ordre alphabétique. Vous découvrez mon vrai côté maniaque, là, aujourd'hui. Zion Williamson, moi, en fait, la chose que j'attendais principalement de lui, c'était une bonne santé. Et c'est le cas. Il montre que la hype qu'il y a autour de lui, elle est méritée. C'est un freak de la nature, il a une puissance incroyable, il est juste inarrêtable quand il va au cercle, c'est un sanglier, le mec il fonce tête baissée, tu peux pas l'arrêter, il arrive à se créer des shoots hyper easy grâce à ses épaules, il marque 27 points par match à plus de 60 réussites au tir, c'est quand même un truc de dingue, enfin la facilité à laquelle il s'approche du cercle et se crée des shoots faciles juste par sa puissance de bœuf quoi. Mais ce qui est encore plus surprenant cette saison, c'est qu'il montre qu'il peut être un créateur, on a un Van Gundy qui l'utilise de plus en plus que ça, comme un porteur de balle sur pick and roll, et il s'en sort très bien parce que justement après un écran ça lui permet d'avoir un peu d'espace pour prendre 1 ou 2 pas d'élan. Là il est lancé et ensuite c'est fini, tu peux plus rien faire, tu peux pas te mettre sur ton passage, il te démonte. Et je trouve ça assez rigolo de voir des mecs avec leur physique frêle là, comme Redick le faisait, maintenant il y est plus, ou même Lonzo Ball qui pose des écrans à un monstre comme ça. D'habitude c'est l'inverse et en fait ça marche bien. Maintenant voilà, tout ça c'est excellent individuellement. Zion c'est un sacré joueur. Mais comme je le disais en parlant d'Ingram, ce qui me dérange, c'est qu'Anola, pour l'instant, ça ne gagne pas. Alors, ok, c'est très jeune, ok, ça va progresser, mais en fait, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on cherche plus à développer Zion, plus à
on cherche à le mettre dans des situations dans lesquelles il fera des progrès, comme celle de Porter sur pick and roll. Mais est-ce que c'est ça qui, aujourd'hui, va engendrer la win? Non, mais je pense que Nola, c'est pas ce qu'on cherche, la win tout de suite, c'est le développement dans le futur. Par contre, c'est dommage, parce que je comprends hein, cette vision à long terme, ou à moyen long terme, mais il y aurait moyen de gagner plus de matchs, il y aurait moyen de participer aux playoffs, et ce serait peut-être une bonne expérience pour des gars comme Williamson d'y participer. Et je trouve que cette situation où on essaie de tout faire autour de lui, où on essaie de le mettre en créateur numéro 1, parfois aux dépens des autres joueurs, ça permet de relativiser un peu ses chiffres. Après voilà, il est énorme, il répond clairement aux attentes, il est en bonne santé, et on peut pas non plus tout lui demander dès sa deuxième année, surtout quand il a fait une saison rookie aussi tronquée à cause de toutes ses blessures. Jouer comme il le fait en tant que sophomore, c'est ouf, donc c'est pas assez bon collectivement pour que je le mette dans les super tops, mais quand même je le mets dans les tops, et déjà vous savez que je vais pas mettre Wall. Non c'est bon, ça va le faire, le nombre de places ça va être cool. Et voilà. Donc maintenant, on passe à John Wall. John Wall. Comme je disais, il est compliqué à juger parce que, en fait, moi j'ai envie d'être tolérant avec lui. Il a passé 2 ans sans jouer, le gars. Il a eu de vilaines blessures, notamment au tendon d'Achille. Ça pique, hein, le tendon d'Achille pour un basketteur. Et après ça, c'est très très dur de revenir à son niveau. Dans une équipe comme les Rockets, j'espérais qu'il soit meilleur. J'espérais qu'il se comporte en leader. J'espérais qu'il fasse jouer les autres, comme il savait le faire à Washington. Même en étant moins athlétique, hein, du fait de sa blessure du tendon d'Achille. Pour moi, la vision de jeu, le playmaking, c'est des choses qui doivent rester. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il veut trop prouver qu'il est encore un excellent joueur. J'ai l'impression qu'il veut trop en faire à Houston. Qu'il essaie de se transformer en scoreur. C'est pas le joueur que je veux qu'il soit, parce qu'il a des vraies qualités pour être un chef d'orchestre. Il peut pas être parti comme ça, c'est impossible. Et là-dessus, je lui en veux de vouloir trop prouver, de vouloir trop faire. Il fait de mauvais choix, de trop en faire. Je veux dire, il fait de mauvais choix, il a une adresse catastrophique. Son équipe est au fond du gouffre. Et c'est difficile de dire que le jeu de Wall n'est pas au moins partiellement responsable de ça. Pourtant, sur le papier, il y a un effectif quand même qui est très correct. Je dis pas que j'attends des Rockets qui soient au sommet de la ligue, mais qu'au moins ils luttent pour le play-in. Les résultats, ils ont le pire bilan, et de loin même. Wall, en plus de ça, il a pas une attitude qui est irréprochable. Je trouve qu'il se plaint beaucoup, que plutôt que de se remettre en question, plutôt que d'avouer que lui, peut-être serait plus performant dans un autre rôle, et il va cracher sur le small ball, sur le système, il va rejeter la faute sur les autres. Je sais pas, ça me plaît pas ça en fait. Ça me plaît pas de dire si je réussis pas, je pense qu'il a tellement trop envie de prouver que ça lui réussit pas, ça réussit pas aux Rockets, et il va falloir qu'il assume un peu et qu'il se remette vraiment en question. Donc malgré sa blessure qui me donne envie d'être tolérant, je suis obligé de mettre John Wall dans les flops. Qu'est-ce que je suis sévère. Mais ouais, mettre un mec qui joue pas depuis 2 ans parmi les flops, c'est super sévère. Mais son attitude, je pense, c'est ce qui finit de me convaincre. Allez, maintenant, avec Andrew Wiggins, on parle d'un joueur qui est un flop depuis le début de sa carrière. Lui aussi, il aime pas vraiment le contact, il est sûrement trop soft, il se bat pas beaucoup, en tout cas pas autant que ce que j'aimerais. Il manque d'intensité, il manque d'agressivité, je trouve, et c'est vraiment frustrant parce que depuis sa draft, en fait, c'est un joueur que je kiffais, j'avais lu des articles sur lui quand il était au lycée, et j'ai toujours suivi, et j'ai toujours été un de ses premiers défenseurs, parce que j'ai toujours été conscient de son potentiel énorme, j'ai toujours été conscient du fait qu'il pouvait être un attaquant très gracieux, qu'il avait tous les outils pour le faire, qu'il pouvait peser dans tous les secteurs du jeu, qu'il pouvait même défendre, mais force est de constater que même si je continue à attendre ça chaque année, j'ai l'impression qu'il a pas envie de se faire mal. Certains se sont même demandé en fait s'il aimait vraiment le basket. C'est fou quoi. À un moment il était considéré, au moment de sa draft, il était considéré comme le futur LeBron, et chaque année je me remets à y croire qu'il peut faire tout ça parce qu'il a le talent, et il l'a eu en tout cas, sauf qu'il est très loin de sa saison. Enfin, il l'a prouvé, c'était sa 3e saison, 2016-2017. Il avait fait une saison à 23 points par match. Je m'étais dit, là, ça y est, c'est le tremplin. Ça montre qu'il est capable. Et non, toujours pas. Après, il est redescendu. Et là, voilà, je me suis dit, c'est bon. Maintenant, il est aux Warriors, dans une équipe avec Curry, qui a connu la win, avec Green, qui va le motiver, avec Steve Kerr, qui est quand même un coach intelligent. Il va être responsabilisé. On va le mettre... on va le mettre face à ses responsabilités, il va percer dans cet environnement, il sort de cet environnement de la loose des Wolves, et moi je m'étais dit, allez j'y crois, Wiggins, ça y est, il va devenir le joueur que l'on attendait enfin. Peut-être pas aussi bon, peut-être pas le futur LeBron, mais une vraie option 2 qui pèse et qui va réussir. Et voilà, pour mettre en avant autour de Curry, il a pas grand chose à faire. Il faut qu'il soit agressif, qu'il joue sans le ballon, qu'il fasse des coupes, il peut même créer quand il veut, mais non, il se contente de jouer le 1 contre 1, de shooter de loin, de prendre des pull-ups
pas cool, et c'est frustrant, moi ça me suffit pas, et je sais pas, peut-être que pour lui aussi je me ferai une raison un jour, mais je suis déçu, j'attendais qu'il sorte les doigts vraiment cette année, qui mouille un peu plus le maillot, et pas du tout, on a toujours ce Wiggins qu'on connaît depuis 3 ou 4 ans, et c'est difficile là cette fois-ci de dire que c'est tout le temps le système qui ne va pas, donc c'est dommage, je suis très déçu de la part d'Andrew Wiggins, qui peut faire mieux, et j'espère qu'un jour il fera mieux, mais là ce n'est pas le cas, donc je le mets dans les flops. Et voilà, donc je suis désolé pour tous les petits bugs qu'il y a eu, j'espère améliorer ça pour mon premier live. En tout cas voilà, on a un tableau qui me convient à peu près là, avec des super tops, des peu mieux faire et des flops. Vous êtes d'accord ou pas, peu importe, je répète que c'est pas forcément les meilleurs joueurs que j'ai mis dans les super tops et les plus mauvais que j'ai mis dans les flops. Quand je vois un AED dans les flops, alors que je l'ai mis dans l'élite des power forwards, j'espère que vous pouvez vous rendre compte que c'était pas le but, vraiment, je le répète, mais vu les commentaires que j'ai vus la dernière fois, c'est que c'était pas clair pour tout le monde. Ça veut pas dire non plus que je pense que Dejounte Murray est meilleur que LeBron, hein, vous imaginez bien. C'est juste que chacun a ses attentes, je le répète, c'est très personnel tout ça. Et moi, personnellement, voilà, ça veut dire que Anthony Davis n'a pas répondu aussi bien aux attentes que moi j'avais placées en lui, et que Dejounte Murray a fait exploser les attentes que j'avais placées en lui, ou Jonas Valanciunas aussi. Donc voilà pourquoi il y a des super tops et des flops. Ça ne correspond pas au niveau de ces joueurs, ça correspond à ce que je voulais d'eux. Donc après l'avoir répété 1000 fois, j'imagine que c'est clair, et ça va être l'heure de vous laisser. Peut-être que pour finir, on va remettre ce... Eh ouais, si je mets en mute, ça va pas. Peut-être que pour finir, je gère encore mal le stream deck aussi. Pour finir, on remet ma tronche. Bah voilà, on me revoit en gros plan, c'est rigolo. J'adore en fait. Je suis tellement pressé d'être sur Twitch. Allez, on repart en mode studio. Alors ça vous a plu malgré les bugs? J'espère que oui. Perso, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, je prends de plus en plus de plaisir à parler en free flow comme ça. Je me sens plus authentique, plus naturel, et j'ai l'impression de gagner en aisance également. J'espère que vous le ressentez vous aussi. Quoi qu'il en soit, faites-moi vos retours dans les commentaires, ce serait bien cool. Ça me permettra de capter tout ce qu'il faut que je tafte, mais aussi, et c'est important, de recevoir toute votre force. Et croyez-moi, à seulement 2 semaines du lancement, là j'en ai besoin de votre force. Sinon vous le savez, pour avoir une vision différente et complémentaire de l'actu, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça prend place. Récemment, on a sorti une vidéo sur Bronny James, le fils du King, afin de savoir si oui ou non il a une chance d'arriver en NBA ces prochaines années. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de lui, souvent dans les extrêmes, et c'est pas toujours très juste. Voilà pourquoi là-bas on a essayé de séparer le vrai du faux, et je vous invite à mater si ça vous intéresse. Pour débattre avec la commu et suivre mes projets au quotidien, vous connaissez ça aussi, c'est sur Discord et sur Instagram que ça se passe. D'ailleurs sur Insta, Facebook et Twitter en ce moment, si vous ne le saviez pas, le tournoi des All-Time Teams bat son plein. On va bientôt arriver au top 8, alors je vous invite vraiment à nous rejoindre pour apporter vos votes. Ouais, go soutenir votre équipe préférée avant qu'elle ne se fasse bouffer. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs coms. Yes, 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 le 4 à la suite, bébé. C'est comme ça qu'on récompense une vidéo qui mérite. Enfin, j'espère que vous pensez qu'elle mérite celle-ci, sinon vous ne seriez peut-être pas là. Puis tant qu'à faire, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est probablement le meilleur moment pour apporter de la force sur Tipeee avec le lancement sur Twitch. Ça m'a fait tellement de frais ces trucs-là, jamais je n'avais dépensé autant, je pense, depuis l'ouverture de la chaîne. Et puis n'oubliez pas, c'est en assemblant des micro-gouttes d'eau qu'on crée des océans. Je me sens poétique aujourd'hui. Donc même les plus petits dons, même les plus petites gouttes d'eau me permettront de viser haut, de voir grand, alors je compte sur vous l'ami. À très vite.